Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce premier point de marché du mercredi 27 juin, pardon, excusez-moi, 2018. Bonjour à vous Ramzi, j'espère que vous allez bien. Raymond que je sais également, Lagda, Frédéric, Thierry, Eiji, voilà, bonjour à vous tous. Son image ok, c'est parfait. Thierry qui nous dit visiblement a encore frappé sur le pétrole iranien. Est-ce qu'il n'est pas en train de bafouer les règles de l'OMC? De toute façon, au niveau des barrières commerciales qui sont en place, que les États-Unis menacent de mettre en place, elles ne sont pas appropriées d'un point de vue de l'Organisation mondiale du commerce. Donc voilà, le cas du pétrole iranien, on va dire que ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception à la politique américaine, tout simplement. Bonjour vous Catherine, bonjour Loïc, j'espère que vous allez bien également. Donc pas de titre spécial aujourd'hui, un revue des marchés. Moi, je pense qu'on va rester dans le global. Je vous invite comme d'habitude à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque avant de poursuivre ce webinaire. Donc le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. L'apprentation est alternatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau du briefing de l'actualité, on a Donald Trump qui a signalé mardi qu'il pourrait utiliser des moyens moins conflictuels pour freiner les investissements chinois dans les technologies américaines sensibles, en créant notamment un comité américain qui surveillerait les acquisitions des entreprises étrangères et qui jaugerait ou non si c'est un risque de sécurité nationale. Nous avons également la Chambre des représentants des États-Unis qui a adopté mardi un projet de loi visant à renforcer les règles d'investissement étranger. Pas de précision là-dessus, mais voilà, un premier projet de loi adopté. En Europe, on a la chancelière allemande Angela Merkel et son homologue espagnol qui ont convenu hier de coopérer sur la politique migratoire. Je vous rappelle que Angela Merkel est sous les sous la lumière des investisseurs européens, étant donné que voilà, elle pourrait perdre son leadership. Il y a son parti allié historique, le CSU, parti bavarois, qui menace de ne plus soutenir Angela Merkel si elle continuait d'accepter des migrants en Allemagne. Voilà, donc la CSU souhaite absolument stopper la migration vers l'Allemagne. Angela Merkel ne souhaite pas stopper cette migration, donc voilà, elle essaie de trouver des moyens politiques pour améliorer ces tensions dont le marché suivrait particulièrement, parce que si la CSU se retire d'Angela Merkel, eh bien elle perdrait beaucoup de voix au Parlement et elle aurait il me semble une très très faible majorité, voire même une minorité. Donc voilà, Angela Merkel a besoin de la CSU pour gouverner. Donc elle doit comment dire euh, satisfaire les deux partis, le CDU et la CSU. En Chine, nous avons les bénéfices des entreprises industrielles chinoises qui ont fortement augmenté en mai, plus 21,1% contre une moyenne de 16,5% depuis le début de l'année, ce qui est bon signe, très bon signe, compte tenu du fait que voilà, on a quand même pas mal d'incertitudes sur l'économie chinoise depuis maintenant pas mal de mois et si elle va continuer à croître aussi rapidement qu'elle le fait depuis ces dernières années. Et également en raison des incertitudes sur les échanges commerciaux avec les États-Unis. Donc, étant donné qu'on a une hausse des bénéfices, c'est bon signe. On voit a priori que pour le moment les menaces et tout ce qui est taxe sur l'acier et l'aluminium, eh bien n'ont pas eu ou n'ont eu que très peu d'impact sur les marchés. Donc, il faudra attendre les indices PMI. Les indices PMI, c'est les chiffres qui reflètent le mieux le PIB. Sauf que les indices PMI sont publiés un mois le mois suivant la publication. Donc si c'est le PMI du mois de mai, il sera publié au mois de juin. Alors que PIB, faut attendre le début du prochain trimestre pour avoir la première estimation et il faut attendre la fin du prochain trimestre pour avoir la dernière estimation. Donc en clair, il faut attendre 3 mois. Donc les indices PMI, c'est un peu un PIB prévisionnel, si je puis dire. Toujours sur la politique, on a des incertitudes sur le Brexit. L'incertitude sur le Brexit, qui a réduit de moitié les nouveaux investissements dans l'industrie automobile britannique.
d'après le principal lobbyiste du secteur au Royaume-Uni. Et au niveau du pétrole, bon bien, rebond du pétrole comme vous avez pu le constater hier, en raison tout d'abord des inquiétudes d'approvisionnement en Libye et au Canada. Donc ça c'est dans le fond. On a cette hausse parce que voilà en Libye, je vous rappelle, mais on a les forces de l'Est libyen qui ont enlevé l'autorisation de la seule compagnie légale pétrolière en Libye d'exploiter le pétrole dans les ports de l'est de la Libye, excusez-moi. Au Canada, il y a eu un problème technique sur une production de 800 000 barils par jour et qui devrait revenir en fonction à la fin juillet. Donc on a au Canada une inquiétude sur l'approvisionnement de 800 000 barils par jour. Et sinon, on a ce rebond vraiment net en fin d'après-midi suite à la demande, si je puis dire, même plutôt l'obligation, on va dire la demande des autorités américaines d'arrêter d'acheter le pétrole iranien à partir du 4 novembre, sous peine, bien évidemment, de sanctions. Voilà un petit peu pour l'actualité du jour. Thierry Cuny, ce serait intéressant ton analyse sur le WTI avec toutes ces dernières news pour voir si tu penses qu'il pourrait casser les plus hauts de cette année. Alors, eh bien, écoute, on va commencer par cela, du coup. Excusez-moi. Voilà, donc résumer la séance américaine et asiatique. Concrètement, on a eu un léger rebond des marchés actions hier. Regardez, Nasdaq plus 0,43, S&P plus 0,22, Dow Jones plus 0,12. Toutefois, c'est nettement moins que la baisse qu'on a connue le jour précédent. Donc voilà, on a eu un rebond, mais on va dire plutôt une petite correction. Les indices restent toujours sous pression en raison des incertitudes sur le commerce international. Le Dixie a rebondi, plus 0,45%. Le rendement du 10 ans a baissé. C'est pour voir qu'on n'a pas vraiment de l'appétit pour risque, parce que si on a de l'appétit pour risque, normalement on a un rendement qui se détend, parce que le marché obligataire il est vendu. Là on a eu un marché obligataire qui a continué d'être acheté, et donc qui a perdu un point de base. Donc on n'a pas d'appétit pour le risque. Et ce matin on a le yen qui prend 0,33%, le gold sous pression à cause de la hausse du dollar, le Nikkei, le Hang Seng également sous pression. Donc, vous voyez, on n'a pas d'appétit pour le risque ce matin. Ce qu'on avait hier, c'est simplement un rebond technique compte tenu de la baisse qu'on avait eue la séance d'avant. Balance commerciale positive qui a continué à s'élargir en Nouvelle-Zélande, 294 millions de dollars néo-zélandais au mois de mai. Attendu aujourd'hui des chiffres sur le commerce américain, stock de grossistes, balance commerciale des biens, balance des biens durables. On aura également les ventes de logements en cours et les stocks de pétrole brut selon le département de l'énergie. Voilà ce qui est attendu aujourd'hui. Et à 23 heures, la décision des taux d'intérêt de la RBNZ. Comme vous le savez, ces taux sont attendus à changer jusqu'à au moins l'été prochain. Voilà, donc concrètement sur les marchés, on peut voir le yen qui surperforme avec l'euro et le franc. Le franc très légèrement, donc on va pas l'inclure. Mais en tout cas, vous voyez que le yen, c'est voilà, net surperformance du yen. À l'inverse, le NZD est en baisse. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on a eu la confiance des consommateurs en Nouvelle-Zélande qui a chuté à un plus bas de 7 mois. Donc chute du NZD. L'AED également sous pression avec le CAD. Donc on voit bien que l'AED et le CAD, c'est rarement, et même depuis on va dire ces dernières semaines, c'est quasiment jamais les devises les plus haussières. Donc voilà, AUDK, je rappelle, c'est des devises intéressantes à shorter dans ce contexte de tension commerciale. Donc pétrole rebond, vous voyez sur l'oblique. En journalier, on a un canal haussier, donc on a eu le rebond. Bon là, la tendance est haussière, on le voit, le RSI il est bullish, il est au-dessus de 50. La prochaine résistance, elle est à 78,50 et je pense que c'est ce niveau de support qu'il faut viser avec les 80 dollars pour le Brent. Pour le brut, on vient chez l'ancien sommet à 73. Est-ce que le pétrole peut inscrire, peut continuer à progresser? La réponse est oui. Oui, parce qu'on a quand même des incertitudes en Libye, dorénavant au Canada. En plus, on a la situation sur l'Iran. On a l'OPEP
Le PEP, on ne sait pas trop c'est quoi les chiffres parce qu'il y a eu un accord qui a été conclu vendredi de la semaine dernière, mais on n'a pas de chiffres concrets. On n'a pas de chiffres sur combien de millions de barils par jour vont augmenter les membres de l'OPEP et ses alliés. Donc voilà, on a pas mal d'incertitudes. Qui dit incertitude dit spéculation. Et, euh, et dans ce contexte où il y a des inquiétudes sur l'approvisionnement depuis le Canada et depuis la Libye et également depuis l'Iran du coup, eh bien c'est normal que le pétrole soit haussier. Donc est-ce qu'il peut casser des sommets? Je pense que oui. Alors Hubert qui me dit l'horaire du live a été modifié. Alors non, l'horaire du live n'a pas été modifié je ne pense pas. Normalement il est à 9 heures heure française, comme d'habitude. Ouais, Thierry, donc pour ce qui est du pétrole, chers auditeurs et auditrices, je pense que ouais, le bas du canal, c'est un niveau de prix intéressant. En tout cas, depuis maintenant plus d'un an, le cours évolue dans ce canal. Donc si on a un retour en bas de celui-ci, techniquement, c'est stratégies acheteuses qui sont à privilégier. On va continuer avec l'or. L'or, bon, je vous avoue qu'il y a une semaine, je m'attendais pas du tout à cette baisse en dessous de cette oblique. Bon, maintenant on a eu le breakout, les 1150, bon, ça va être atteint, ça semble assez logique. Mais regardez le RSI qui évolue dans un canal baissier depuis le début de l'année. Et là, on est en bas de ce canal, donc c'est possible qu'on ait un rebond lors des prochaines séances. Donc ce qui, on va dire, coïncide assez bien avec un retour à 1250 avant d'avoir un rachat de position. Donc voilà, le gold, c'est direction 1250 pour les prochaines séances, compte tenu du fait que que le Dixie, pardon. Alors même pas, en fait, le Dixie il est même en baisse. Vous voyez que le Dixie est en baisse ce matin, et pourtant l'or est en baisse également. Donc c'est assez étrange pour le coup. Mais bref, on a quand même de l'or, du dollar qui reste assez fort, et l'or devrait rester sous pression compte tenu de cette puissance du dollar. Donc voilà, baissier sur l'or jusqu'à 1250. Bon, on est relativement proche dorénavant. Mais ensuite, pourquoi pas anticiper un rebond. Enfin, plutôt attendre le rebond pour se positionner ou non à l'achat. En tout cas, le premier signal d'achat de l'or sur du moyen long terme serait le breakout du RSI de cette oblique baissière qui fait pression depuis le début de l'année. Voilà, si le RSI franchit cette oblique en bleu, on aura un signal haussier de moyen long terme. Pour ce qui est de l'argent, on le regarde euh, pour vous, hein, mon cher Stéphane. Donc, l'argent sur support. Personnellement, l'argent, je le trouve beaucoup plus intéressant. Regardez en 4 heures. Il suffit de le regarder. Bon, on va se mettre plutôt en journalier, finalement. Vous voyez, en 4 heures, déjà, ça teste quand même assez bien ce niveau de support. Donc là, l'argent est sur support. Techniquement, l'achat se justifie. Techniquement, l'achat se justifie. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais regardez, on a ce support qui est testé à de multiples reprises depuis le mois de février. On a également cette oblique haussière qui a chez le point bas de juillet 2017, le point bas de décembre 2017, le point bas d'avril, et voilà, le cours le teste ce matin. Donc, si techniquement on rentre pas à l'achat sur l'or maintenant, je vois pas quand est-ce qu'on pourrait passer long. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, l'argent, je le trouve particulièrement intéressant d'un point de vue technique. Et l'objectif, eh bien l'objectif serait un retour, vous voyez, vers les 17 dollars dans un premier temps, avant les 18, voire même beaucoup plus haut. Alors, si tu suis Shimoku, nous sommes sur le bas du Tenkan en weekly. Hubert, donc je suppose que vous me dites sur l'argent. Alors on va mettre weekly. Alors personnellement, je ne suis pas du tout Ishimoku. Bon, je connais le principe de base, mais voilà, je me focalise pas dessus parce que je pense qu'il y a pas mal d'experts sur cet indicateur sur le marché, donc et des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Donc la Tenkan, alors qui est, alors avec tous ces moyens mobiles, je n'y vois plus rien. Sur l'or me dit Hubert. Donc
Bas du Tenkan en weekly. Oui, c'est vrai. Vous voyez, nous sommes en bas. En plus, c'est 1150. Donc voilà, niveau de support. En effet, en effet, Hubert. C'est vrai que ce nuage de Ishimoku, il me plaît parfois. Je ne le mets pas sur mes graphiques parce que sinon ça fait bizarre. Après tout ce qui est lagging span, honnêtement, lagging span, voilà, je n'y crois pas. C'est pas que je n'y crois pas, c'est que je n'ai pas pris suffisamment de temps pour analyser cet indicateur. Mais je trouve le plus pertinent dans le dans Ishimoku, c'est vraiment ce nuage qui montre les niveaux de support et de résistance et qui est bien évidemment décalé dans le temps, ce qui permet en fait d'intégrer, je trouve, les phases de respiration du marché. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'était mon petit commentaire sur Ishimoku. Ishimoku fiable sur DAX et Eurodollar, nous dit Loïc. Très bien Loïc. Eh bien je vois que il y a quelques personnes ici qui utilisent Ishimoku. Si vous si vous êtes plusieurs à utiliser, n'hésitez pas à me l'indiquer. Je vais voir ce que je pourrais faire de mon côté. Il y a des possibilités, donc ouais, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir des analyses Ishimoku et je verrai ce que je peux faire. Alors bien évidemment pas moi parce que je ne suis pas un expert d'Ishimoku, mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas, voilà, faire appel à quelques compatriotes. Frédéric qui nous dit, moi je suis en train de me mettre à Ishimoku également. Raymond, pas trop pour moi. Loïc qui nous dit Vincent Gagne utilisait Ishimoku. Oui, oui, Vincent Gagne utilisait Ishimoku. Eiji me confirme également cette information. Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Pourquoi pas faire un webinaire Ishimoku de temps en temps si ça peut vous plaire. Et moi personnellement, je trouve ça également intéressant, mais bon, nous verrons bien. Alors, donc, on va enlever l'indicateur Ishimoku. Ça fait un plaisir de l'utiliser. Donc l'or 1150, oui, en plus on est voilà sur le bas de la Tenkan. Je reviens sur l'argent qui est encore une fois très intéressant d'un point de vue technique, donc pourquoi pas passer long à ce niveau-là. Un stop à 16 dollars, oui, ça fait à peu près 56 du coup, non même pas 30 cents de risque, et il y a un potentiel haussier jusqu'à 17, ce qui veut dire un ratio de rendement supérieur à 3. Vous voyez, depuis le prix actuel, stop, il y a 16, stop à 16, donc 22, 23, 23 points de risque pour viser 17, 78, 78, donc 23, 78, ça fait un ratio de rendement supérieur à 3. Voilà. Pour ce qui est du gaz sous résistance, divergence baissière, RSI qui n'a toujours pas dépassé 50. Donc dès que le RSI franchira 50, ce sera un signal baissier. En plus, compte tenu du fait que il y a cette divergence sous un sub psychologique et sous la borne haute du canal baissier, ça donne un poids encore plus important à ce signal. Donc voilà, si on a le RSI qui franchit 50, ce sera un signal baissier jusqu'à les récents plus bas, tout simplement. Donc 2,6. Je reviens sur l'argent rapidement, mais on n'a pas de signaux sur le RSI. Peut-être en H4. H4, petite divergence sur du H4. En H1, en H1, non, pas de divergence sur du H1. Mais en tout cas, sur du H4, on en a une qui est ici. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et si on étend, extension, ça va à la baisse. Bon, là, on n'a pas besoin, mais bon, extension, ça va à la hausse. Donc, on a divergence entre prix et momentum. Voilà, donc, si, d'un point de vue timing, d'un point de vue trading, euh, on peut attendre que le RSI 4 heures de l'argent franchisse 50 pour acheter l'argent. Maintenant, bien évidemment, vous en doutez bien que le prix sera un petit peu plus haut. Mais ça évitera potentiellement que la divergence se creuse. Parce que c'est pas parce qu'on a une divergence que le cours va immédiatement rebondir. Parfois, la divergence se creuse. Vous voyez, on peut très bien avoir un prix qui continue à baisser et un RSI qui continue à progresser. Vous voyez, on peut très bien avoir un RSI qui progresse et un prix qui continue de baisser. Donc, on ne sait pas si on a fait encore le point bas. C'est pas parce qu'on a eu
C'est pas parce qu'on a cette divergence qu'on a fait directement le point bas. Donc il y a deux possibilités, soit on achète maintenant l'argent, ou soit on attend que le RSI franchisse 50, ce qui réduit la probabilité ensuite d'avoir une baisse du prix. Voilà donc pour ce qui est de l'argent. On passe sur le FX. Le FX, donc je reviens sur ce graphe. Hausse ce matin, quelle devise sous-performe? Le yen et l'euro. Et à l'inverse, NZD, AUD sous-performe. C'est dans cette tendance, encore une fois, qu'il faut se positionner. AUD yen, c'est baissier. AUD yen, c'est baissier jusqu'à 80. C'est mon objectif. Objectif baissier jusqu'à 80. Sur du swing trading pour les prochaines séances. À court terme, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire étant donné qu'on est sur le point bas de la semaine. Ouais, qu'on est au plus bas de la semaine, donc il n'y a pas grand chose à. Il y a pas d'opportunité ce matin pour du day trading sur l'AUD yen. On passe au AUD NZD qui pourrait être un petit peu plus intéressant. AUD NZD AUD NZD pardon. NZD yen. Je ne sais pas pourquoi je vous dis AUD NZD. NZD yen. Beau canal baissier honnêtement, d'un point de vue technique c'est très très propre. Alors dans un canal comme cela, regardez, je vous mets juste un stochastique et vous voyez que là on a vraiment des bons signaux baissiers. Dès qu'on a le canal, on cherche les croisements à la baisse du stochastique et on a des points d'entrée. Donc là on voit que le stochastique arrive dans sa phase basse. Ça ne veut pas dire encore une fois que le prix va s'arrêter. Regardez, là on a le croisement du stochastique, pourtant le prix continue à chuter. Ici c'est pareil. Premier croisement du stochastique en dessous de 20, le prix qui continue à baisser. Étant donné que c'est une tendance baissière, il faut bien comprendre que le momentum va porter le prix beaucoup plus bas que les impulsions haussières vont le faire pour la hausse. En général, les signaux de contre-tendance s'arrêtent de façon nette sur les oscillateurs. Par contre, les signaux de tendance continuent même après le signal de retournement de l'oscillateur. Voilà, donc c'est pas parce que le stochastique va se croiser probablement lors des prochaines séances qu'on va avoir un rebond immédiat du NZD yen. Pas du tout. Mais par contre, vous voyez, dès qu'on a un canal, d'un point de vue swing moyen terme, voilà, dès qu'on a une tendance ou dès qu'on a un range, honnêtement le stochastique c'est un très bon oscillateur pour ça. Ça donne de façon comment dire assez bête des comme le RSI des excusez-moi des signaux. Donc là on voit on a une tendance, un canal baissier, donc on va s'intéresser uniquement en position vendeuse. Et donc là vous voyez, bon c'est facile de commenter le passé, je sais, mais vous voyez position vendeuse ici théoriquement. C'est juste pour vous illustrer un petit peu la stratégie possible. Donc là, on ne pouvait pas ici parce que on ne savait pas qu'on avait un canal baissier. Mais depuis ce moment-là, on a un canal baissier qui est tracé et donc on peut anticiper, vous voyez, les baisses. Et là, c'est pareil. Voilà donc pour l'NZD yen. Il travaille les 80, les 75, pardon, 75, ce qui était annoncé, il me semble, en début de semaine, qu'on allait avoir une baisse du NZD yen jusqu'à ce niveau de prix et même plus bas. Honnêtement, là, ce qu'il faut viser sur NZD yen, si vous êtes déjà à la vente, c'est les 74, c'est le bas du canal en fait. Alors pourquoi l'euro surperforme? Eh bien tout simplement parce que le dollar est en baisse. Dollar, on a eu des statistiques plutôt mitigées hier, si vous les regardez. C'est vrai que je n'ai pas commenté l'actualité du dollar, mais donc on regarde hier. Ouais, statistiques mitigées. Donc baisse du dollar, et forcément, comme vous le savez, le premier bénéficiaire du dollar, c'est, on va dire 80% des cas. Alors je n'ai pas de statistiques comme ça, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. 90% des cas, 80%, voilà. C'est l'euro qui profite le plus de la baisse du dollar. Parce qu'on va dire que c'est la région économique peut-être la plus stable. Aux UK, au Royaume-Uni, on a le Brexit. En Asie, bon, les banques centrales
sont pas les plus, enfin l'économie n'est pas la plus euh, capitaliste. Surtout, regardez par exemple la Chine, c'est une énorme économie, mais concrètement la banque centrale elle fait ce qu'elle veut de sa monnaie. Donc si demain vous achetez du yuan, euh, demain la banque populaire de Chine elle peut comment dire déprécier sa monnaie de 10% du jour au lendemain. Voilà. Alors que bon, la BCE, la Fed, voilà, ces marchés vraiment développés occidentaux, c'est pas des marchés qui, enfin, c'est pas des organisations qui agissent comme cela. Donc c'est pour ça que l'euro, c'est on va dire le compétiteur direct du dollar. Euro, dollar. D'ailleurs, l'euro, vous savez que le business international se fait en dollars. Airbus, il vend ses avions en dollars. Mais la deuxième monnaie utilisée pour le commerce international, c'est l'euro. C'est pas le yuan, c'est pas le yen, c'est pas le franc, c'est pas la livre sterling, c'est l'euro. Donc, euh, donc voilà. Donc hausse de l'euro ce matin, l'euro-dollar rebondit. Euh, que dire sur l'euro-dollar? Eh bien, on va se mettre en 1 heure. Voilà, on a retracé 38%, 1,16,4. Du coup, j'avais écrit un article hier illustrant la possibilité d'un retour à 1,1615, ce qui ne sera probablement pas le cas au vu des moyennes statistiques américaines. Euh, donc voilà, là on va voir probablement un retour à 1,17. 1,17 c'est la résistance majeure sur du court terme. Vous voyez que c'était la résistance sur laquelle le cours a buté, enfin a testé à de multiples reprises lors des dernières séances. Vous voyez 1,17, 1,1720, c'est un niveau de prix important. DAX plonge en 5 minutes. Alors, regardons cela, enfin on va regarder cela dans un petit instant, ce qui me paraît un peu normal, hein. L'euro en hausse, pétrole mitigé et rendement probablement en baisse. Rendement obligataire, voilà en baisse. Donc on n'a aucun signal dans le vert ce matin. Mais on va voir ça dans 5 petites minutes. 5 petites minutes, on passe au marché action. L'euro GBP, bon, a du mal à reculer. Mais bon, on a toujours le cours inscrit dans sa borne. On n'a pas d'invalidation de la stratégie baissière. Encore une fois avec le stochastique. Vous voyez, croisement du stochastique. Donc là, on est concrètement dans une phase où le risque baissier domine le potentiel de hausse. Donc voilà, dans cette zone, au-dessus de 0,88, entre 0,88 et 0,885, les stratégies vendeuses sont clairement, comment dire, privilégiées d'un point de vue technique, encore une fois, pour viser, vous voyez, le bas du canal. Alors, on a différentes possibilités. Voilà un petit peu les bornes, outre ce range. On a quelques bornes qu'on peut voir ici. Donc, stratégie baissière, vous voyez, le point d'entrée parfait serait vers les 0,884. Vente 0,884, enfin short, pour viser les alentours des 0,875. Donc là, c'est une stratégie de range trading pour du swing. Pour du swing. Thierry qui me dit l'euro est utilisé pour les échanges commerciaux juste après le dollar, mais pas pour le pétrole ou Airbus ou de grands contrats d'infrastructure. Pourquoi? Ça éviterait pas mal de problèmes si pour les pays de la zone euro, le dollar était remplacé par l'euro. Alors, oui et non. Alors, je suis d'accord avec vous. Alors, faut savoir que euh, le dollar, comment dire, je dirais pas qu'il perd de plus en plus de d'intérêt aux yeux des investisseurs mondiaux, mais maintenant les États-Unis ne, ne seront plus la première puissance économique mondiale dans 5 et même dans 20 ans. Dans très peu d'années, la Chine, voire même aujourd'hui, hein, ça dépend les chiffres qu'on a, mais voilà, concrètement, la Chine, d'ici 5 ans, sera la première puissance économique mondiale. Dans 15-20 ans, ça sera l'Inde. Donc voilà, on a le dollar qui, je dirais pas perd de crédibilité, parce que ce n'est pas vrai, là, le dollar a toujours autant d'importance, mais on a des économies qui deviennent de plus en plus fortes et qui sont de moins en moins dépendantes, entre guillemets, à l'économie américaine. La Chine, si on regarde, oui alors, son premier partenaire économique c'est les États-Unis, comme la plupart des pays dans le monde, mais la consommation en Chine ne cesse de croître.
L'Europe, alors euh, l'Europe, le point fort de l'Europe, c'est le taux d'endettement. Si vous regardez par rapport à la Chine, enfin, non, la Chine a un plus faible taux d'endettement, mais en même temps, elle fait ce qu'elle veut de sa monnaie. Donc, c'est pas très fiable. Mais donc, entre les États-Unis et l'Europe, le taux d'endettement est le plus faible en Union européenne. Donc, il y a moins de risques d'avoir un nouveau crack de la dette en zone euro. Enfin, de ce chiffre-là. Après, attention, je ne parle pas des pays qui peuvent faire défaut, comme il y a 5 ans pour la Grèce, par exemple. D'accord? Mais en termes de dette, l'Europe a, il me semble, quasiment 2 fois moins de dette par rapport à son PIB que les États-Unis. L'Europe, ça doit être dans les 60%, les États-Unis sont à 110 à peu près. Donc, c'est pas la même chose. Le dollar, et d'un point de vue historique, a toujours été, enfin, et depuis très longtemps, la devise du commerce international. Maintenant, il faut savoir qu'elle perd de plus en plus de terrain sur ce marché. Il y a de plus en plus d'échanges qui sont faits en euros. Regardez par exemple les banques centrales, la Banque centrale de France, donc la Banque de France, voilà, la Banque d'Espagne, la Banque d'Italie, euh, intègre de plus en plus de yuan. Même si le yuan peut être contrôlé par la Chine à tout moment, elle met dans ses réserves de plus en plus de yuan parce que l'économie chinoise a de plus en plus d'impact sur l'économie mondiale. Voilà. Donc, voilà, on a un changement petit à petit. Un changement qui a pas pour but, je dirais, mais qui consiste à diminuer peut-être peu à peu les échanges internationaux en dollars contre des devises un petit peu des autres devises comme l'euro bon la livre sterling c'est un petit peu plus particulier mais voilà l'euro est proche probablement je sais pas imaginons si la Banque populaire de Chine ne contrôle plus sa monnaie que ça devient un marché capitaliste et qui est pas comment dire influençable manipulable par les autorités, eh bien on peut très bien imaginer que dans 10, 15, 20 ans, le yuan devienne une référence en Asie pour le commerce. Regardez par exemple la bourse de Shanghai, qu'est-ce qu'elle a lancé en mars? Elle a lancé le premier contrat futur de pétrole coté dans une autre devise que le dollar américain. Parce que le Brent il est coté à Londres, c'est le pétrole européen, mais qui est coté en dollars. Donc voilà. La Chine pourrait, dans 5, 10, 15, 20 ans, devenir une référence sur l'Asie, pour commencer. Et c'est un petit peu le but du baril de pétrole, enfin, le second but de la mise en place du contrat futur du baril de pétrole en yuan. C'est afin de se couvrir des risques du dollar. Parce que le dollar, c'est quoi? C'est géré par la Fed qui fait en fonction de l'économie américaine. Donc voilà, il y a quand même une certaine dépendance de l'économie américaine sur la plupart des matières premières, sur même l'intégralité des matières premières aujourd'hui. Donc voilà, petit à petit, je sais que ça fait, voilà, je l'ai beaucoup dit, mais de petit à petit, on a un changement dans voilà ce leadership mondial. Avant, c'était uniquement les États-Unis et dorénavant, ça devient plusieurs puissances différentes. Le dollar a ruiné certains pays comme l'Argentine par exemple. Alors moi je ne suis pas du tout, honnêtement le cas de l'Argentine, je ne suis pas tout ce qu'Amérique du Sud, je ne suis pas les marchés en Afrique du Sud, donc en Amérique du Sud, excusez-moi, ni même en Afrique, hein. Mais donc je ne saurais commenter cette information, mais ça m'étonnerait pas que oui, honnêtement, forcément si on dépend du dollar pour les commerces mondiaux, en fait on dépend de l'économie américaine. Parce que si l'économie américaine va bien, le dollar va se renforcer. Par contre, si l'économie de l'Argentine va mal et que le dollar se renforce, eh bien ça va poser des problèmes et vice versa. Est-ce que tu sais si le contrat du pétrole chinois a obtenu du succès et a pris des parts de marché au contrat de WTI et Brent? Et Thierry, eh bien écoutez, l'information, c'est que oui, il y a eu un succès vraiment remarquable sur ce premier lancement. À titre d'exemple, on a à peu près 200 000 contrats qui ont été échangés sur un mois en février sur à peu près le WTI et le Brent. WTI Brent, ouais, il y a à peu près la même chose. Sur le premier mois du lancement du baril en yuan, il y a eu à peu près 80 000 contrats. 80 000 contre 200 000 pour WTI ou le Brent. Ce qui est plutôt pas mal. Il faut savoir que celui de Dubaï,
Celui de Dubaï, il y a à peine 1000 échanges, voilà, par mois. Donc c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, c'est fortement possible que dans allez, 2-3 ans, on retrouve ce baril de pétrole chez nous, hein. Enfin, qu'on puisse trader sous forme de CFD ce contrat. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il soit disponible vraiment partout, vous voyez. Donc, c'est vraiment, oui, pas mal pour un début, Thierry. C'est vraiment même très bien. Ça me permettra peut-être ensuite de se hedger. Par exemple, on le voit, hein, quand on a une forte hausse du dollar, ça fait pression sur le pétrole, alors que le pétrole n'a pas forcément une de mauvaises nouvelles. Donc voilà, ça permettra aussi de se hedger sur le dollar. Au lieu d'acheter du pétrole côté que face au dollar, on pourra acheter une part face au dollar et une part face au yuan. Maintenant, encore une fois, le principal problème du yuan, c'est qu'il est manipulé par la Banque populaire de Chine. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de, enfin c'est extrême, enfin, c'est pas risqué, mais enfin si c'est risqué euh, d'investir sur du yuan, parce que demain votre investissement peut être divisé, enfin être déprécié par deux du jour au lendemain, juste parce que voilà, la Banque populaire de Chine aura décidé. Bref, excusez-moi, on a parlé beaucoup de choses sur l'économie. Alors je fais rapidement un tour des termes majeurs, ensuite je passe aux indices. Donc USD Yen consolidation, vous voyez vers 110. Hein. Il n'y a aucun mouvement sur les Yen. Il n'y a rien à faire, je trouve. Par contre, l'euro Yen, j'ai discuté avec un analyste hier de l'EFX et on trouve que voilà, les 128, 85, 129 pourraient être un niveau de prix intéressant pour passer à la vente. Pour passer à la vente et viser les 125. Mais encore une fois, voilà, vendre le yen, oui. Vendre les paires en yen, oui. Mais en particulier face à l'AUD et le CAD. De toute façon, j'aurai l'occasion, pour ceux qui parlent anglais, de m'exprimer sur IGTV d'ici quelques jours pour donner un trade du jour à 7h30 le matin, enfin 7h30 heure de Londres, donc 8h30 heure française, donc juste avant mon point de marché. Donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant sur Twitter, hein. Ça sera ma première intervention en anglais, bien évidemment, sur ASJ TV. Mais donc voilà, c'est vraiment, enfin c'est un trade que du coup j'ai proposé à IGTV récemment. Donc 128,85 ventes pour viser les 125, voire même plus bas. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé en début de semaine. Euh, alors Hubert qui nous dit, tu vas voir la pression. Alors ça va être un bon exercice en effet, Hubert, parce que ça va être la première fois, voilà, en caméra et en plus en anglais. Donc pas droit à l'erreur. Mais écoutez, oui, pas droit à l'erreur. Après, bon, on a tous commencé à un moment. Donc bon, voilà. À propos du hedging, pourrais-tu faire un webinaire éducatif sur ce sujet? Oui, oui, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Écoutez, je vais le noter Thierry et je vais voir ce que je peux faire. Alors, pour ce soir, ça va être un peu compliqué, nous sommes mercredi, donc ce soir il y a un webinaire éducatif qui sera proposé par moi-même à 18h heure française. Ce sera pas sur le hedging parce qu'il faut que je prépare un support, voilà, etc. Enfin, je vais essayer. Si j'ai le temps de préparer un support, je le ferai sur le hedging, mais sinon on le fera sur un autre sujet. Mais pourquoi pas oui, pour les prochaines semaines. Alors tu montes en puissance, bravo. Bah merci, écoutez Thierry. Merci, hein. Ce sera un exercice, ça va être une bonne expérience. Donc voilà, bon voilà, l'euro yen, en tout cas, ce qu'il faut retenir sur les paires en yen, c'est qu'elles ont des orientations baissières, étant donné que le yen surperforme avec le franc. Le franc également, hein. Si vous regardez depuis le début du mois d'avril, le franc même surperforme le yen, hein. Donc forte hausse du franc. Euro CHF, c'est également baissier, mais voilà, on a également la UDCHF ou le 4 CHF. À UDCHF, vous voyez, au BIC, bon là on y arrive presque. Donc 4 CHF, est-ce qu'on est sur un support? Non, pas encore. On a eu le breakout des 75, on attend le pullback. Pullback à 75, ça sera une stratégie de vente. Vous voyez que pour le moment, on n'a pas de signaux haussiers. On a aucun signal. D'un point de vue des chandeliers japonais, on n'a pas d'avalement haussier, on n'a pas de marteau, d'étoile du matin. Voilà. D'un point de vue du momentum, il est toujours à la baisse dans son territoire bearish. Il n'y a pas de divergence. Donc voilà, pour le moment, c'est baissier. Mais s'il y a un pullback, ça serait une opportunité pour passer à la vente. Donc s'il y a un pullback à 0,75, stratégie vendeuse jusqu'à, vous voyez, les plus bas de l'année vers 0,11225 $.
francs, excusez-moi. Voilà pour ce qui est des paires majeures et des paires forex. Donc encore une fois, vous voyez que yen euro surperforme l'AUD et le NZD. Donc ce matin, c'est dans ce positionnement, je pense, qu'il faut s'axer. Donc achat yen, vente NZD, AUD. Voilà. Pour les indices européens, donc comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, hausse de l'euro, pétrole mitigé, baisse des rendements obligataires. Donc on n'a pas vraiment de facteurs qui viennent soutenir les marchés actions européens ce matin. D'un point de vue macro, on n'a pas aucune statistique européenne, il me semble. Pas de statistique européenne. Donc voilà, le marché qui digère tout simplement. Marché qui digère. Euh, on a eu un marché asiatique qui a clôturé dans le rouge avec une hausse du yen. Donc voilà, naturellement, l'ouverture se fait à la baisse, se fait à la baisse. Et si on a un breakout de cette oblique, eh bien, ce sera un signal baissier jusqu'à 3300 points. Et donc le CAC qui s'enfonce sous les 5003. Et là, eh bien, c'est prochain support à 5175. Donc voilà, bon, si vous avez des stratégies acheteuses à 5300 en intraday hier, fallait les clôturer ou faut les clôturer maintenant parce que le signal baissier qu'on a ce matin euh, laisse entrevoir une baisse jusqu'à 5175 points. Et pour le DAX, c'est pareil, le DAX a déjà cassé les 12 500 récemment et là, il y a une marge de baisse jusqu'à 12 000 points. Donc là, ça peut se shorter, les indices peuvent se shorter. D'autant plus que, rappelez-vous, on arrive en été, l'été n'est jamais un mois vraiment très bon pour les indices européens. On va sur le site Equity Clock, que je pense vous connaissez à connaître, qui est très intéressant, hein. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, equityclock.com. On se met sur les benchmarks. Et là, on va se mettre donc sur DAX, CAC, Tokyo. Alors, bien évidemment, c'est une saisonnalité sur plusieurs années. Ça ne veut pas dire que tous les ans, il se passera la même chose. Alors le SMI, je vais regarder le SMI, on regarde pas souvent, c'est vrai qu'il est très intéressant. Alors le DAX que je ne retrouve pas. Ah, volatilité, là, le VIX, ça va être très intéressant également de regarder le VIX. Bah, d'ailleurs, si on regarde le VIX, en clair, on sait un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Regardez le VIX. Ça, c'est sur les 20 dernières années, depuis 2017. Enfin, jusqu'à 2017. Pardon. Et là, vous voyez le VIX, d'un point de vue saisonnalité, on a une hausse. Alors ça, c'est la moyenne. Donc, si on a une forte hausse du VIX une année, forcément, ça va impacter tout, toutes les autres années. Ça va déformer en fait la courbe. C'est pour cela qu'il faut regarder gain frequency, c'est-à-dire en fait il y a le pourcentage de temps, par exemple en janvier, que le VIX a clôturé dans le vert ou dans le rouge. Si c'est au-dessus de 50%, c'est-à-dire qu'il y a plus de fois où ça a clôturé en hausse qu'en baisse. Et si c'est en dessous de 50%, c'est-à-dire qu'il y a plus de fois où ça a clôturé en baisse qu'en hausse. Et là, vous voyez l'été, donc on arrive au mois de juillet, 52%, août 134. Bon, faut savoir qu'en août, alors 2015, ah non, pardon, ça c'est le max retourne, excusez-moi. Gain frequency 55%, juin 55, juillet 55, août 55 et septembre 40. Vous voyez que la volatilité elle commence à rebaisser à partir de septembre. Et donc là, on est juin, juillet, août, dans des mois où la volatilité est la plus importante avec le mois de janvier. Et donc on regarde FTSE. FTSE normalement l'été, vous voyez, juin, juillet, août. Le SMI, l'indice suisse, juin, hausse, sinon juillet, août, septembre, etc., etc. Donc on peut continuer. Il n'y a qu'une exception, c'est le Nasdaq. Nasdaq qui en général, voilà, CAC 40. Nasdaq qui en général est toujours aussi, enfin, d'un point de vue saisonnalité, il n'y a pas vraiment comment dire, de baisse pendant l'été. Là, on a le Nasdaq 100 devant nous, et vous voyez que, bon, gain frequency 50, 50, 70, 60, 55, 50, 65, 55, 55, 70, 75, 50. Donc en fait, statistiquement, on n'a pas vraiment de mois de baisse. On a plus de mois de hausse. Enfin, on a tous les mois qui sont généralement hausse sur les 20 dernières années. Alors que le CAC, voilà,
la saisonnalité, et gain frequency en juillet 50%. Donc 50-50. Autant de chances qu'ils soient en hausse qu'en baisse. Août, 40% seulement. Alors, ce n'est pas au mois d'août que la grande majorité des crises démarrent, les subprimes en 2008, la bulle d'internet en 2001, la crise thaïlandaise en 99, la grande crise d'Argentine, que ce pays continue de payer plus de 20 ans après. Alors oui, c'est vrai que c'est une observation plutôt réelle. Maintenant, est-ce que il y a une règle? Est-ce que le mois d'août c'est le pire des mois? Alors statistiquement, oui. Si on regarde le S&P 500, si on regarde le CAC, vous voyez qu'en août il y a généralement le moins de gains avec le mois de juin. Maintenant, bon, est-ce qu'il faut dire que la prochaine crise se fera en août? Ça me semble un petit peu, comment dire? Enfin, ça serait fait exprès. On pourrait croire vraiment que ça serait fait exprès. Dit comme cela, en tout cas, c'est vrai quand on liste ces crises, on voit que on se pose la question si c'est pas fait exprès. Mais bon, je ne pense pas. Voilà, ça serait un complot vraiment énorme. Donc voilà, on arrive dans une période, ce qu'il faut retenir, peu propice au marché action, peu propice en fait aux produits à rendement, qu'offrent du rendement. Pourquoi? Parce que les institutionnels prennent moins de risques pendant l'été, étant donné que, eh bien, voilà, ils partent également en vacances, les institutionnels, et donc ils préfèrent clôturer des positions au lieu de les laisser courir pendant qu'ils sont en dehors des marchés. Voilà, donc c'est pour cela que même pendant l'été, on a pas mal de range. Généralement, on a une baisse des marchés actions. Donc voilà, on rentre dans cette période. D'ailleurs, on est en été dorénavant. C'est vrai que je n'y ai pas pensé la semaine dernière, mais on est en été dorénavant. Et donc, voilà, d'un point de vue saisonnalité, on a généralement une baisse. Ça ne veut pas dire qu'on en aura une, mais, euh, mais voilà, le DAX a de fortes chances de revenir à 12 000, le CAC à 5 100, CAC à 5 100 et l'Eurostoxx à 3 300. Alors, puisque je vis à Londres, est-ce que les vacances scolaires sont en même temps que chez nous? Alors, Thierry, pour être honnête avec vous, j'en ai aucune idée. Je ne me suis pas renseigné à ce sujet. Voilà. Désolé, je me renseignerai pour demain. Mais voilà, je me suis pas du tout renseigné. Et donc voilà pour ce webinaire, ce point de marché. Je pense qu'on a fait le tour. Le topo est le même pour tous les marchés actions. Hein. Les FTSE c'est pareil. Hein. FTSE qui teste des niveaux de support. Voilà, breakout des 7005, ça sera un signal baissier jusqu'à 7004 qui correspond à 50% de retracement de cette tendance, puis 7260. Voilà, donc écoutez, je me renseignerai Thierry sur les vacances scolaires à Londres. Euh, Bah écoutez, on peut regarder ensemble. Hein. Donc voilà, pardon, Summer Holiday UK, School Holidays. Euh, donc Summer Break, voilà. 28,05, non, Start. Ah ça c'est, alors, ah voilà, Summer Holiday, donc du 16 juillet au 5 septembre. 5 juillet au 5 septembre. 16 juillet, 5 septembre. Et là, il y a eu, c'était une semaine de break des vacances scolaires, donc en fin mai. Ouais, donc a priori pour les vacances scolaires. Je me renseignerai quand même, mais voilà. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, je vous rassure, IGTV en anglais, c'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas prévu demain, mais probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Twitter, également dans le webinaire précédent. S'il y en a qui veulent me rejoindre, qui veulent me voir à l'acte. Et, euh, et voilà. Donc en tout cas, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité, voilà, merci pour votre présence comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour ceux que je retrouverai pour le prochain webinaire, pour le prochain point de marché. Mais sinon, à ce soir à 18h pour le prochain webinaire éducatif que j'aurai le plaisir de vous présenter. Voilà, merci à vous et à tout à l'heure.